Mon sang s'est glacé, lorsque ma femme a murmuré, mendiant dans un costume qui n'est pas le tien, au dîner. Ses yeux froids ont scruté mon visage, savourant mon humiliation. 19 invités ont assisté à ma ruine. Je me suis levé lentement, le cœur battant, en souriant, car ces mots allaient détruire sa vie pour toujours. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville vous nous regardez. Laissez-moi vous ramener 3 jours en arrière, car l'histoire ne commence pas à cette table. Elle commence par un appel téléphonique, que j'ai reçu un mardi matin, pendant que je buvais un café noir, dans la cuisine d'une maison qui, sur le papier, n'était pas tout à fait la mienne. Adolfo était mon avocat depuis 22 ans. Ce n'était pas un homme de grand discours. Quand il appelait, c'était parce que quelque chose d'important s'était produit. Quand il appelait à 7 heures du matin, c'était parce que quelque chose d'urgent s'était produit. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Il ne m'a pas salué. Il a juste dit, « Eliseo, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. J'ai quelque chose que tu dois voir, de tes propres yeux. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai laissé le café sur la petite table. J'ai fixé l'écran du téléphone pendant quelques secondes. À l'étage, j'ai entendu le bruit de la douche. Sandra était déjà réveillée. Et à ce moment-là, sans encore rien savoir de ce qu'Adolfo devait me montrer, j'ai ressenti quelque chose dans le ventre. Ce sentiment que l'on apprend à reconnaître au fil des ans. Celui qui vous dit que le monde que vous connaissez, est sur le point de changer. Je suis arrivé au bureau d'Adolfo à 9 heures du matin. Il m'attendait, debout, avec un épais dossier sur son bureau, et une expression que je ne lui avais jamais vue, en 22 ans de connaissance. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus proche d'une indignation contenue, comme s'il avait découvert une chose, qui l'offensait personnellement. Il a désigné la chaise en face de lui. Je me suis assis. Il a ouvert le dossier lentement, en a sorti 3 feuilles de papier, et les a fait glisser vers moi, sans dire un seul mot. Je les ai regardées. Je les ai regardées à nouveau. Il a fallu à mon esprit plusieurs secondes, pour traiter ce qui se trouvait devant mes yeux. Des virements, des dates, des chiffres, des signatures, tout était parfaitement documenté, tout était parfaitement caché depuis des mois. Et au bas de chaque document, une signature que je connaissais mieux que la mienne. La signature de Sandra. Adolfo a finalement pris la parole. Il déplace ça depuis 8 mois, petit à petit, pour que ça ne déclenche aucune alarme. Jusqu'à présent, c'est un peu plus de 4 millions d'euros, transférés à une société qui est enregistrée au nom d'un tiers. Mais quand j'ai commencé à tirer le fil, le nom qui apparaît derrière cette société, c'est Damian. Le monde s'est arrêté. Damian. L'homme qui dînait à ma table depuis 2 ans. L'homme qui trinquait avec moi à chaque anniversaire. L'homme qui, le mois dernier, a posé une main sur mon épaule, et m'a dit que j'étais comme un frère pour lui. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Quelque chose qui n'était pas exactement de la rage. C'était plus froid que la rage, plus silencieux, comme lorsque la mer se retire avant un tsunami. Ce calme qui n'est pas la paix, mais le prélude à quelque chose d'énorme. J'ai demandé à Adolfo, d'une voix calme, combien de temps nous reste-t-il, avant qu'il ne puisse terminer le transfert? Il m'a regardé droit dans les yeux. S'ils agissent selon le schéma que je vois ici, ils prévoient de faire le mouvement final dans 10 jours. Cela nous donne une fenêtre. Quel genre de fenêtre? Adolfo a refermé lentement le dossier, m'a regardé dans les yeux, et a dit quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris sur le moment, mais que, 3 jours plus tard, assis à cette table avec Sandra murmurant ces 4 mots, et 19 paires d'yeux fixés sur moi, j'ai compris parfaitement. La fenêtre est suffisante, pour que tu décides comment tu veux que cette histoire se termine. J'ai quitté ce bureau avec un dossier sous le bras, et le poids de 22 ans de mariage sur les épaules. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis, j'ai fermé la porte, et je suis resté en silence pendant 10 bonnes minutes. J'ai pensé à Marcelo, 15 ans, qui a les mêmes yeux que moi, et cette façon d'observer tout avant de parler, ce que Sandra a toujours critiqué, disant que c'était un signe de faiblesse. J'ai pensé à Angelica, 12 ans, à son rire, à la façon dont elle tendait encore les bras vers moi, quand je rentrais à la maison. Et j'ai pensé à Sandra, à cette femme qui avait décidé que j'étais un obstacle, qui avait calculé, planifié et exécuté pendant 8 mois, pendant qu'elle dormait à mes côtés, qui avait choisi Damian, et qui m'avait choisi, moi,
comme le perdant de cette histoire. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Adolfo. Fais-le. Tu es sûr? Je n'ai pas hésité une seule seconde. Totalement. Ce que Sandra avait planifié pendant 8 mois, je l'ai défait en 72 heures. Mais ils ne le savent pas encore. Ils le découvriront plus tard. Tout comme Sandra l'a découvert ce matin-là, lorsqu'elle a essayé d'accéder au compte, et qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Mais avant d'en arriver là, j'ai besoin que vous compreniez une chose importante. J'ai besoin que vous compreniez quel genre d'homme j'étais, avant cette nuit-là. Parce que Sandra avait passé des années à construire une version de moi à montrer au monde. Une version pratique. Une version qui justifiait tout ce qu'elle s'apprêtait à faire. J'avais 46 ans. Je n'étais pas un homme d'apparence. Je ne l'ai jamais été. Alors que d'autres achetaient des montres pour qu'on les remarque, je préférais passer inaperçu. Je l'ai toujours préféré. J'ai appris, dès mon plus jeune âge, que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Le vrai pouvoir travaille en silence, construit en silence, et le moment venu, il agit en silence. Sandra n'a jamais compris cela. Pour elle, la valeur d'un homme se mesurait à ce que les autres pouvaient voir. Le costume, la voiture, la table au restaurant, la façon dont les serveurs vous traitaient. Et pendant des années, je l'ai laissé construire ce récit. Non pas parce que je me souciais de ce que les autres pensaient, mais parce que, pendant qu'elle regardait les apparences, je construisais quelque chose qu'aucune apparence ne pouvait toucher. Elle était loin de se douter que le costume, pour lequel elle m'avait traité de mendiant, avait été acheté avec le premier salaire que j'avais gagné à 19 ans. Je l'avais gardé, non pas parce que je ne pouvais pas en acheter un autre. Je l'avais gardé, parce qu'il me rappelait exactement d'où je venais, et jusqu'où j'étais arrivé. C'est à cela que je pensais, quand elle a murmuré ces 4 mots. C'est à cela que je pensais, quand j'ai souri. Et c'est exactement ce qu'elle ne pourrait jamais, au grand jamais, comprendre. La nuit du dîner s'est terminée sans aucun scandale. Cela a également surpris tout le monde, lorsque j'ai levé les yeux vers Sandra, après ces 4 mots. Ce qu'elle attendait, c'était une réaction, de la rage, une humiliation visible. Peut-être que je frappe du poing sur la table, ou que je me lève rouge de honte, ou que je balbutie quelque chose de maladroit, pendant que tout le monde me dévisageait. C'était ce qu'elle avait calculé. C'était le spectacle qu'elle avait préparé. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est ce qui s'est réellement passé. Je me suis essuyé la bouche lentement avec une serviette, je l'ai pliée soigneusement, je l'ai posée sur la table, je me suis levé sans me presser, j'ai boutonné ma veste, et j'ai regardé Sandra directement dans les yeux, pour la première fois de la soirée. Pas avec de la rage, pas avec de la douleur, mais avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire à ce moment-là, mais que plus tard, bien plus tard, elle reconnaîtrait parfaitement. Avec pitié. J'ai juste dit « bonne nuit à tous ». Et je suis parti. J'ai entendu le silence derrière moi, alors que je marchais vers la porte. 19 personnes, ne sachant que faire de ce qu'elles venaient de voir. Sandra, avec son verre de vin suspendu en l'air, son sourire figé, ne comprenant pas pourquoi sa scène ne s'était pas déroulée comme prévu. Et Damien, j'imagine, regardant mon dos, avec ce sourire qui s'effaçait lentement. Je suis sorti dans la nuit froide, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis, et pour la première fois en 3 jours, j'ai pris une grande inspiration. J'ai appelé Adolfo. Il a répondu à la première sonnerie. Le dîner est terminé, lui ai-je dit. Comment vas-tu? Prêt? Il y a eu une brève pause, puis Adolfo a dit quelque chose, avec cette voix qui est la sienne. Un homme qui a vu trop de choses, en 50 ans de droit des affaires. Alors demain à 8 heures, tout sera en ordre. J'ai raccroché. J'ai démarré la voiture. Et, alors que je rentrais chez moi pour la dernière fois, j'ai repensé aux 3 derniers jours, à ce qu'Adolfo et moi avions construit, en 72 heures de mouvements silencieux, d'appels discrets, et de documents signés dans des bureaux, où personne ne nous attendait. Parce que ce que Sandra ne savait pas, ce que Damien ne savait pas, ce qu'Hernan lui-même ne savait pas, c'était une chose que j'avais gardée très soigneusement pendant des années. Une chose qui, en apparence, n'existait pas. Une chose qui ne portait mon nom sur aucun registre visible, dans aucune recherche simple, dans aucun document, que Sandra ou ses avocats auraient pu facilement trouver. Laissez-moi vous expliquer un peu, comment j'ai construit ce que j'ai construit. Quand Sandra et moi nous sommes mariés,
j'avais déjà la première entreprise. Elle n'était pas grande. C'était une entreprise de logistique régionale, avec 3 camions, 8 employés, et des contrats modestes avec des distributeurs locaux. Ça n'impressionnait personne. Ça n'impressionnait certainement pas Hernan, le père de Sandra, qui m'a toujours considéré comme quelqu'un d'à peine tolérable pour sa fille. Mais je savais une chose qu'Hernan ignorait. Je savais que cette petite entreprise était la graine, et que les graines n'ont pas besoin d'applaudissements pour pousser. Elles ont juste besoin de temps, et de silence. Pendant les 12 années suivantes, alors que Sandra construisait sa vie sociale, ses déjeuners, ses voyages entre amis, et son récit d'une femme mariée à un homme gris, j'ai construit quelque chose de différent. Entreprise par entreprise, contrat par contrat, chacun dans une structure juridique séparée, avec des noms qui n'attiraient pas l'attention, gérés par des personnes de confiance, qui me répondaient directement. Au moment où j'ai eu 40 ans, le total de ce que je contrôlais dépassait les 38 millions d'euros en actifs réels. Pas en papier gonflé, pas en promesses, mais en actifs réels, avec des contrats signés, et un flux de trésorerie constant. Sandra ne l'a jamais vraiment su, et ce n'était pas un accident. Ce n'est pas que je lui cachais des choses par méchanceté. C'est que Sandra ne posait jamais de questions. Elle ne s'est jamais intéressée à comprendre les affaires. Ce qui l'intéressait, c'était le résultat visible, le style de vie, la carte sans limite que je lui avais donnée, et qu'elle utilisait sans curiosité, quant à la provenance de l'argent. Pour Sandra, l'argent apparaissait simplement, comme l'eau apparaît quand on ouvre le robinet. Pas besoin de rien savoir sur les tuyaux. Cette erreur l'a détruite. Parce que, quand elle et Damien ont conçu leur plan, ils l'ont conçu en fonction de ce qu'ils voyaient, des comptes qu'ils connaissaient, des actifs qui figurent dans notre déclaration matrimoniale. 4 millions d'euros, qu'ils pensaient pouvoir déplacer, ce qui n'était en fait qu'une petite fraction de ce que je contrôlais. Comme si quelqu'un décidait de voler le pot de fleurs d'un jardin, sans savoir qu'il y avait une mine sous la maison. Quand Adolfo m'a montré les documents ce mardi matin-là, ma première émotion n'a pas été la rage. C'était quelque chose de plus compliqué. C'était la confirmation d'une chose que je soupçonnais depuis des mois, mais que j'avais préféré ne pas voir, cette façon qu'a l'esprit de nous protéger des vérités, que nous ne sommes pas encore prêts à porter. Mais j'étais prêt. Ce même après-midi, Adolfo et moi avons élaboré le plan. Ce n'était pas un plan de vengeance. C'était un plan de récupération, de protection. Premièrement, pour blinder tout ce qui pouvait être touché. Deuxièmement, pour documenter tout ce qu'ils avaient déplacé, avec suffisamment de preuves pour qu'aucun avocat au monde ne puisse le démonter. Troisièmement, et c'était la chose la plus importante, pour m'assurer que, le moment venu, mes enfants soient protégés, légalement et émotionnellement, de ce qui allait arriver. Marcelo et Angelica. Tout le reste n'était que du bruit. Le mercredi matin, pendant que Sandra dormait, j'ai quitté la maison à 6 heures avec un dossier, et je suis revenu à 11 heures, sans dire où j'avais été. Elle n'a même pas demandé. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Aujourd'hui, je sais avec qui. À ce moment-là, j'ai simplement laissé couler. Le jeudi, j'ai terminé les derniers mouvements avec Adolfo. Tout était en place. Chaque document, chaque signature, chaque transfert inversé et bloqué. Quand Sandra essaierait d'accéder à ce qu'elle pensait être à elle, elle trouverait des murs. Des murs juridiques solides, construits avec 22 ans de travail, qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. Et le vendredi soir, c'était le dîner. Le dîner où elle m'a traité de mendiant en costume, devant 19 personnes. Le dîner où j'ai souri, parce qu'à ce moment-là, assis sur cette chaise, avec sa voix résonnant dans le silence de la pièce, je savais déjà ce qu'elle ignorait encore. Que le jeu était terminé. Que les pièces avaient déjà été déplacées. Que la seule chose qui lui restait à faire, c'était d'ouvrir les yeux le lendemain matin, d'essayer de faire ce qu'elle avait prévu, et de découvrir qu'il était déjà trop tard. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison après le dîner, et j'ai trouvé Marcelo réveillé sur le canapé, avec la télévision allumée, mais sans la regarder. Il m'a regardé quand je suis entré. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a demandé, d'une voix basse, « Tu vas bien, papa ?» Je me suis assis à côté de lui. Je l'ai regardé. Ce garçon de 15 ans, avec mes yeux et mon silence, et toute sa vie devant lui. Oui, ai-je dit, tout va bien se passer. C'était un réconfort vide. C'était une promesse, que je savais déjà pouvoir tenir. Je me suis endormi cette nuit-là,
avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois, peut-être des années. Le calme de quelqu'un qui a déjà pris la décision la plus difficile, et qui n'attend plus que l'aube, pour confirmer ce qui est déjà inévitable. L'aube est arrivée à l'heure, et avec elle, le premier message de Sandra, qui allait tout changer. Il était 7h15 du matin, quand j'ai entendu le cri. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était le genre de cri qui sort, quand la réalité vous frappe de plein fouet, et que le corps ne sait pas comment l'assimiler. Aigu, court, comme quelqu'un qui plonge la main dans de l'eau glacée, sans s'y attendre. J'étais dans la cuisine, un café à la main, complètement habillé. J'avais dormi 4 heures, et je m'étais levé avant l'aube, non pas par anxiété, mais parce que je savais exactement ce qui allait se passer, et je voulais être réveillé, pour chaque seconde de cet événement. J'ai entendu ses pas dans le couloir, rapide, irrégulier. Ce n'était pas sa démarche habituelle, cette démarche confiante et délibérée d'une femme, qui sait que le monde lui appartient. C'était une autre démarche, celle de quelqu'un qui vient de perdre le sol, sous ses pieds. Sandra est entrée dans la cuisine, un téléphone à la main, et une couleur sur le visage que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas encore de la rage. C'était de la pure confusion. Cette confusion qui précède la colère, quand l'esprit n'a pas encore fini de comprendre ce que les yeux sont en train de voir. Elle m'a regardé, a regardé l'écran, et m'a regardé à nouveau. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix est sortie différente, sans le vernis de supériorité qui l'accompagnait toujours. Sans la froideur calculée que j'avais vue la veille, à cette table. C'était une voix nue, et sous cette voix, il y avait quelque chose que Sandra avait très bien caché pendant des années. La peur. J'ai pris une gorgée de café. Je l'ai regardée calmement. « Bonjour, Sandra. » Elle a fait un pas vers moi. « Les comptes. Je ne peux pas accéder aux comptes. Aucun d'entre eux. Ni le compte personnel. Ni le compte professionnel. Ni le compte qui a été bloqué. » Quelque chose a traversé son visage. Le compte qui. Le compte qui ne devrait pas exister. Le compte dont je ne devrais pas connaître l'existence. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. J'ai vu le moment exact où elle a compris. C'était comme regarder quelqu'un tomber au ralenti. D'abord les yeux, puis la mâchoire, puis ce silence, qui est plus lourd que n'importe quel mot. « Que sais-tu » a-t-elle demandé, d'une voix très basse. « Tout. » Un seul mot. Mais dans ce mot, il y avait 8 mois de transfert. Il y avait Damien. Il y avait les documents, qu'Adolfo avait rassemblés avec une précision chirurgicale. Il y avait les nuits où je dormais à côté d'elle, sachant que quelque chose n'allait pas, et choisissant de ne pas demander encore, parce que j'avais besoin du bon moment. C'était tout. Sandra s'est assise lentement sur la chaise en face de moi. Elle a laissé le téléphone sur la table, et pour la première fois en 16 ans de mariage, j'ai vu cette femme sans armure, sans stratégie, sans le scénario qu'elle avait toujours préparé. J'ai juste vu quelqu'un qui avait perdu. Mais je connaissais Sandra, et je savais que ce moment de vulnérabilité ne durerait pas. Sous cette confusion, elle commençait déjà à se réorganiser. Elle cherchait déjà l'angle, la porte de sortie, le moyen de transformer cela en quelque chose qu'elle pourrait encore contrôler. Je n'allais pas lui en laisser le temps. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse dans l'évier, je l'ai mise à sécher calmement, et j'ai dit, sans me retourner pour la regarder, « Adolfo m'attend à 9h. Je serai de retour à midi. J'ai besoin que tu sois là. Nous devons parler de Marcelo et d'Angelica. » Eliseo. Sa voix a essayé de retrouver quelque chose. De l'autorité, de la tendresse. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait, exactement. Nous pourrions parler de ça. Nous pouvons résoudre ça entre nous, sans avocat, sans. À midi, Sandra. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise, mon dossier sur la petite table, et j'ai quitté la cuisine sans me retourner. J'ai conduit jusqu'au bureau d'Adolfo, avec la radio éteinte, et les fenêtres légèrement ouvertes. L'air froid du matin entrait directement. J'en avais besoin. J'avais besoin de me sentir complètement réveillé, pour ce qui allait arriver. Adolfo m'attendait avec 2 cafés, et une expression qui, pour lui, équivalait à un sourire. Sérieux comme toujours, mais avec quelque chose de différent dans les yeux. Cette satisfaction tranquille d'un homme, qui a bien fait son travail. Elle a déjà essayé d'y accéder, ai-je dit en entrant. Je sais.
J'ai reçu la notification à 7h08. Il s'est assis en face de moi. Comment a-t-elle réagi? Comme prévu. Adolfo a hoché la tête, et a ouvert le dossier qu'il avait sur son bureau. Ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était le résultat de 72 heures de travail juridique, qui avait coûté 42 000 € en honoraires d'urgence, et qui avait valu chaque centime. Premièrement, tous les comptes conjoints avaient été bloqués préventivement, grâce à une procédure légale qu'Adolfo avait initiée le mercredi, avec les preuves des transferts frauduleux. Sandra ne pouvait toucher à rien, sans faire face d'abord à une enquête officielle. Deuxièmement, les structures d'entreprise qu'elle et Damien pensaient pouvoir utiliser, pour absorber les actifs déplacés, avaient été identifiées, documentées, et signalées aux autorités compétentes. Damien ne le savait pas encore. Il l'apprendrait bientôt. Troisièmement, et c'était ce qui comptait le plus pour moi, Adolfo avait préparé une demande de garde temporaire en ma faveur, appuyée par des preuves de conduite financière irresponsable, et de l'environnement instable que le plan de Sandra créerait, pour Marcelo et Angelica. Ce n'était pas une garantie absolue, mais c'était une base solide. La plus solide possible. Et pour l'affaire d'Hernan, ai-je demandé. Adolfo s'est adossé à sa chaise. C'est la partie intéressante. Il a fait une pause. Hernan ne savait pas, je l'ai regardé. Du moins, pas complètement, a-t-il continué. Il savait que Sandra et Damien préparaient quelque chose, mais le plan avec les transferts, l'ampleur de ce qu'ils ont déplacé, ils ont fait ça sans l'informer pleinement. Je pense que Sandra savait, que son père n'approuverait jamais quelque chose d'aussi direct. Cela m'a dit quelque chose d'important sur Sandra, que j'ai traité en silence à ce moment-là. Que même au sein de son propre plan, elle avait été seule. Elle avait exclu son propre père. Elle l'avait utilisé comme une figure décorative dans son récit. L'homme puissant dont le nom de famille lui donnait du poids, mais elle ne l'avait pas inclus dans ce qu'elle faisait réellement. Cela signifiait que, lorsque tout serait révélé au grand jour, Hernan n'aurait aucun moyen de la défendre, sans sombrer lui aussi. Sandra était loin de se douter que la personne qu'elle croyait la plus proche d'elle, était en fait celle qui la connaissait le moins. Je suis rentré chez moi à midi pile. Sandra était assise dans le salon, pas dans la cuisine comme d'habitude. Dans le salon, avec ses mains jointes sur ses genoux, comme quelqu'un qui a passé des heures à répéter ce qu'il va dire. Elle avait essayé de m'appeler 4 fois, pendant que j'étais avec Adolfo. Je n'avais répondu à aucun appel. Damien l'avait appelé. J'ai aussi vu la notification sur mon tableau de bord d'application professionnelle, car j'avais toujours un accès partagé à son téléphone. Cet accès, dont elle n'avait jamais su que je disposais, concernant les appels de Damien. 2 messages. Le second disait simplement, ils savent. Nous devons parler, maintenant. Je me suis assis en face de Sandra. Elle a commencé à parler avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Éliseo, ce qui s'est passé est une erreur. Damien m'a convaincu que c'était juste une réorganisation financière. Je n'ai jamais voulu. Je l'ai arrêté en levant lentement la main, sans théâtralité. Sandra, ne m'explique pas ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. Elle a fermé la bouche. Ce que j'ai besoin que tu comprennes, ai-je continué, c'est que cette conversation ne porte pas sur nous. Cette conversation concerne Marcelo et Angelica, et ce qui va leur arriver à partir de maintenant. Tout le reste est déjà réglé. J'ai vu quelque chose traverser son regard. Ce n'était pas encore du regret. C'était la compréhension tardive que l'homme, qu'elle avait traité de mendiant en costume, devant 19 personnes la nuit d'avant, n'était pas du tout ce qu'elle avait cru, pendant toutes ces années, et que cette erreur allait tout lui coûter. Tout ce qui a suivi cette conversation a été la partie la plus difficile. Pas pour moi, mais pour ce que cela signifiait pour 2 personnes, qui n'avaient rien choisi de tout cela, et qui méritaient bien plus que ce que leurs parents leur avaient donné. Mais ils ne le savaient pas encore. Damien a appelé ce même après-midi. Pas Sandra, moi. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur cet homme. Que, lorsque les choses devenaient compliquées, son premier instinct n'était pas de protéger Sandra. C'était de se protéger lui-même. De chercher la voie directe, pour essayer de négocier avec la source du problème, avant que le problème ne s'aggrave. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Éliseo. Sa voix avait ce ton, utilisé par les hommes qui pensent pouvoir tout résoudre, avec suffisamment de confiance et les bons mots. Chaleureux, presque amical, comme si nous étions sur le point de prendre un café,
et de parler de football. Je pense que nous devons nous rencontrer. Il y a des choses qui doivent être éclaircies entre nous, en tant qu'hommes. En tant qu'homme. Il utilisait cette expression comme s'il s'agissait d'un passe-partout. Comme si l'invocation d'un code masculin tacite suffisait à effacer 8 mois de trahison, documentés sur 47 pages, qu'Adolfo avait stocké en 3 copies physiques et 2 copies numériques cryptées. Très bien, ai-je dit. Demain à 10 heures, tu sais où. Il y a eu une brève pause. Je pense qu'il s'attendait à plus de résistance, à plus d'émotion, à quelque chose qui lui donnerait des informations sur mon état d'esprit. Je ne lui ai rien donné. J'y serai, a-t-il finalement dit. J'ai raccroché. J'ai immédiatement appelé Adolfo. Je l'ai informé. Il a juste dit, bien. N'y va pas seul. Je lui ai promis que je ne le ferai pas. Et cette nuit-là, avant de dormir, j'ai passé en revue chaque document, chaque chiffre, chaque jour, pour la dernière fois. Non pas parce que j'avais besoin de les revoir, mais parce que je voulais que tout soit parfaitement frais dans mon esprit. Et quand je me suis assis en face de Damian le lendemain, je voulais voir son visage, quand il comprendrait qu'il n'y avait aucun angle mort, qu'il n'y avait aucune issue. Que l'homme qu'il avait sous-estimé pendant 2 ans de dîner, de toast et de câlins fraternels, avait construit un piège parfait, et qu'il était tombé droit dedans, en souriant. Le lendemain matin, je suis arrivé au lieu convenu 10 minutes en avance. C'était une salle de réunion, dans le bâtiment où Adolfo avait ses bureaux. Neutre, formel, sans possibilité de se méprendre sur le genre de conversation que nous allions avoir. Damian est arrivé à l'heure. Il est entré avec cette démarche qui est la sienne, celle d'un homme habitué à prendre de la place, un costume sombre, une montre hors de prix. Le genre d'homme, qui utilise les accessoires pour communiquer sa position, avant même d'ouvrir la bouche. Il m'a donné une poignée de main ferme, en me regardant dans les yeux. Le langage corporel de quelqu'un qui veut montrer qu'il n'a pas peur. Mais j'ai vu ses mains. Les mains ne mentent pas. Et Damian avait une tension très subtile dans les jointures, quand il a serré la mienne. Presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Nous nous sommes assis. Adolfo était à ma droite. Damian est venu seul, ce qui m'a aussi dit quelque chose. Soit il n'avait pas encore engagé d'avocat, soit il avait décidé que se présenter sans avocat, projetait plus de contrôle. Dans les 2 cas, c'était une erreur. Damian a parlé le premier. Écoute, Eliseo, je comprends qu'il y a une situation, et je comprends que tu sois contrarié. Mais avant que cela ne dégénère en quelque chose de sans retour, je pense qu'il y a de la place pour une conversation rationnelle. Ce qui s'est passé, c'était. Damian s'est arrêté. Je n'étais pas venu pour entendre une explication. J'ai fait glisser la première feuille du dossier vers lui. Une seule, la plus claire, celle qui montrait le premier transfert, la date, le montant, 48 000 €, et son nom derrière la société bénéficiaire. Je suis venu te montrer ce que j'ai. Je l'ai vu regarder la feuille. J'ai vu comment sa mâchoire s'est légèrement crispée. Je l'ai vu essayer de maintenir une expression neutre, et ne pas tout à fait y parvenir. Cela peut avoir de nombreuses interprétations, a-t-il commencé. J'ai fait glisser la 2e feuille, puis la 3e, puis la 4e, une par une. Sans me presser, sans prononcer un mot, en laissant simplement les chiffres, les dates et les signatures parler d'eux-mêmes. Au moment où je suis arrivé à la 12e feuille, Damian avait cessé d'essayer de s'expliquer. Il regardait juste, avec cette expression de quelqu'un, qui calcule les dommages en temps réel. Adolfo a alors pris la parole, pour la première fois depuis le début de la réunion. Avec cette voix qui est la sienne, celle d'un homme qui a été dans un millier de salles comme celle-ci, et qui n'a jamais perdu le fil. Le total documenté s'élève à 416 000 €, pour des mouvements qui sont qualifiés de fraude matrimoniale, et de gestion déloyale des actifs de l'entreprise. Nous avons suffisamment de preuves, pour déposer des accusations formelles. À la fois devant les tribunaux civils et pénaux. La décision de savoir si cela se produira ou non, dépend entièrement de ce qui se passera dans cette pièce aujourd'hui. Le silence qui a suivi, était différent de tous les silences précédents. Damian s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras, a regardé le plafond pendant un instant, et quand il a posé de nouveau les yeux sur moi, quelque chose avait changé sur son visage. Le vernis de confiance avait disparu. Quelque chose de plus honnête restait en dessous. Quelque chose qui était peut-être la première expression authentique, que j'avais vue de sa part en 2 ans.
Que veux-tu, a-t-il demandé. Que veux-tu? Il ne l'a pas dit avec agressivité. Il l'a dit avec la lassitude de quelqu'un qui sait qu'il a perdu et qui veut juste connaître le prix. Je veux 3 choses, ai-je dit. Premièrement, le remboursement intégral de tout ce qui a été déplacé, avec les intérêts correspondants, calculés par Adalfo, dans un délai de 15 jours ouvrables. Deuxièmement, un document signé devant un notaire, reconnaissant les faits, qui sera conservé par Adalfo en guise de garantie. Troisièmement, ta disparition complète et permanente, de toute sphère liée à mes enfants, à mon entreprise, et à ma vie. Damien m'a regardé attentivement. Et si je n'accepte pas? Adalfo a répondu, avant que je ne puisse le faire, avec un calme qui valait plus que n'importe quelle menace. Alors demain à 9 h, nous présentons le tout au bureau du procureur. Et tu passeras les prochaines années, à expliquer à un juge pourquoi ton nom apparaît sur 47 documents de transfert frauduleux, avec les effets correspondants sur ta réputation, tes affaires actuelles et tes possibilités futures. Un autre silence, plus court cette fois. J'ai besoin de parler à mon avocat. Bien sûr, ai-je dit. Tu as jusqu'à demain midi. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, et avant de partir, je me suis arrêté près de sa chaise. Je ne l'ai pas dit avec colère. Je l'ai dit, avec cette tranquillité que seul possède quelqu'un, qui n'attend plus rien de l'homme qu'il a en face de lui. Damien, en 2 ans de dîner à ma table, tu n'as jamais manqué de rien. Je t'ai traité comme un ami. Tu as choisi de gâcher cela. Et c'est une chose avec laquelle tu vas vivre, bien plus longtemps que n'importe quelle conséquence juridique. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis sorti dans le couloir, et j'ai senti le poids de quelque chose qui se libérait. Pas un soulagement à proprement parler. C'était quelque chose de plus complexe. C'était le poids spécifique, d'avoir fermé un chapitre qui n'aurait jamais dû être ouvert. Cet après-midi-là, je suis rentré à la maison, et j'ai trouvé Angélica en train de faire ses devoirs à la table de la salle à manger. 12 ans, concentrée, avec cette habitude qu'elle a, de tirer légèrement la langue quand elle réfléchit. Une habitude qui me faisait sourire, depuis qu'elle était bébé. Elle ne savait rien de ce qui se passait, et je voulais protéger cela, aussi longtemps que possible. Je me suis assis à côté d'elle. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider avec un problème de mathématiques. J'ai dit oui. Et pendant 20 minutes, alors que le monde qu'elle connaissait s'effondrait silencieusement autour de nous, j'étais complètement présent avec ma fille, ses fractions, et sa langue qui pointait au coin de ses lèvres. Ces 20 minutes ont été les plus importantes de la journée. Cette nuit-là, peu avant 11 h, j'ai reçu un message d'Adalfo. 3 mots seulement. Damien va signer. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table de nuit, et j'ai fixé le plafond dans l'obscurité, en me disant que la partie la plus facile était terminée. Car Damien était le complice, l'exécutant, l'homme qui avait mis la main sur l'argent. Mais Sandra, c'était une toute autre conversation. Sandra, c'était 16 années. Sandra, c'était Marcelo et Angélica. Sandra était la question la plus difficile de toutes. Non pas comment récupérer ce qui avait été perdu, mais comment construire quelque chose de nouveau, sur les ruines de ce que j'avais cru être réel. Cela ne se résout pas avec des documents. Aucun avocat ne peut résoudre ça. Et demain, quand je devrais m'asseoir en face d'elle pour la 2e fois, sans la distance confortable de la première conversation, j'allais devoir trouver cette réponse quelque part en moi. Je ne savais pas encore si je l'avais. Sandra n'a pas attendu que je prenne l'initiative. J'aurais dû le prévoir. Je connaissais cette femme depuis 16 ans. Je savais comment son esprit fonctionnait. Sandra n'attendait jamais. Sandra attaquait, avant que l'autre ne puisse s'organiser. C'était sa façon d'opérer en tout. Dans les affaires, dans les disputes, dans les dîners avec 19 personnes, où elle murmurait des mots calculés, pour détruire en public. Ce matin-là, quand je suis descendu dans la cuisine, j'ai trouvé la maison vide. Marcelo et Angélica étaient déjà à l'école, mais Sandra n'était pas là non plus. Sa voiture n'était pas dans le garage. Il n'y avait aucun mot, aucun message, juste le silence d'une maison qui semblait différente depuis des jours. Comme ces vieux bâtiments, qui craquent la nuit, parce que quelque chose dans leur structure a déjà cédé, même s'ils ont toujours l'air solides de l'extérieur. J'ai vérifié mon téléphone. Rien de Sandra. J'ai appelé Adalfo. Il a répondu à la 2e sonnerie.
Comme toujours. Sandra n'est pas à la maison, ai-je dit, et elle n'a rien dit. Il y a eu une très brève pause. Laisse-moi 1 heure. Cette heure a été la plus longue de ces derniers jours. Je suis resté à la maison. Je ne voulais pas sortir. J'ai fait du café. Je ne l'ai pas bu. Je me suis assis dans le bureau. Je me suis levé. Je me suis rassis. Cette énergie contenue, de savoir que quelque chose se passe, et de ne pas encore avoir suffisamment d'informations pour agir. Adolfo a rappelé au bout de 40 minutes. Elle est allée voir Hernan. Je m'y attendais, et en même temps, non. Sandra avait exclu son père du plan avec Damian. Nous le savions déjà. Mais maintenant, avec les comptes bloqués et Damian sur le point de signer, elle était allée chercher la seule chose qui lui restait, le nom de famille de son père. Le poids de ce nom, qu'elle avait utilisé toute sa vie comme un bouclier. À quel point cela peut-il être grave, ai-je demandé. Cela dépend de ce qu'Hernan décide de faire, avec ce qu'elle va lui raconter. Adolfo a choisi ses mots avec soin, comme toujours. S'il décide d'intervenir légalement, en tant que figure patrimoniale de la famille, il peut compliquer le calendrier. Pas le résultat final, mais le calendrier. Le calendrier. Ce mot en droit, le calendrier, c'est presque tout. Jusqu'à quel point cela peut-il se compliquer? S'il mobilise ses avocats aujourd'hui, nous pourrions voir une demande de mesures conservatoires, avant la fin de la semaine. Cela nous obligerait à répondre, dans un contexte plus public que je ne le souhaiterais. Plus public. Ce qui signifiait que Marcelo et Angelica pourraient commencer à entendre des choses, par l'école, par des amis, par les enfants des connaissances d'Hernan. Les enfants finissent toujours par savoir. Toujours, et toujours de la pire manière possible. Cela ne pouvait pas arriver. J'ai besoin de parler à Hernan directement, ai-je dit. Un silence à l'autre bout du fil. Eliseo, a commencé Adolfo. J'ai besoin de lui parler, avant que Sandra ne finisse de construire sa version. Si j'arrive plus tard, peu importe ce que je dirai. Une autre pause. Plus longue cette fois. Très bien. Je te décroche ce rendez-vous pour cet après-midi, mais écoute-moi bien. Hernan est un homme qui a passé 50 ans, à être la personne la plus importante dans chaque pièce où il entre. Traite-le comme tel. N'y va pas avec le dossier. N'y va qu'avec la vérité. Sans document. Sans document? Les documents sont utilisés par les gens qui ont besoin de prouver quelque chose. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste besoin qu'ils comprennent. J'ai raccroché et j'ai réfléchi à cela. Adolfo avait raison. Hernan était un homme d'une autre génération. L'un de ceux qui accordent autant de valeur à la forme qu'au fond. Si j'arrivais avec des dossiers et des chiffres, je le mettrais immédiatement sur la défensive. J'arriverais comme un accusateur. Et un père, même s'il sait au fond de lui que sa fille a fait une erreur, ne va jamais capituler face à quelqu'un qui vient l'accuser. Je devais arriver comme quelque chose de différent. La rencontre était fixée à 4 heures de l'après-midi, chez Hernan. Une immense maison en périphérie, le genre de maison qui communique des décennies de richesse, sans avoir besoin d'ostentation récente. Des jardins soignés. Le silence. Le genre de silence qui n'existe que dans les endroits, où personne n'est pressé, parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Hernan m'a reçu seul dans son bureau. Ce qui m'a indiqué que Sandra était déjà venue, mais qu'elle était repartie, ou qu'Hernan avait décidé d'avoir cette conversation sans elle, ce qui disait quelque chose d'important sur la façon dont il traitait tout cela. C'était un homme de 72 ans, toujours grand, avec ce dos droit de quelqu'un, qui n'a jamais appris à s'avachir devant personne. Il m'a regardé quand je suis entré, avec ses yeux qui m'avaient toujours évalué, depuis le premier jour où j'avais rencontré Sandra. Des yeux qui me trouvaient toujours insuffisants, sans prendre la peine de regarder plus loin. Il ne m'a pas tendu la main. Il a désigné la chaise. Nous nous sommes assis face à face. Il a parlé le premier. Sandra m'a donné sa version ce matin. Je sais. Et je suppose que tu en as une autre. Je n'ai pas d'autre version, ai-je dit. J'ai les faits, ce qui est différent des versions. Quelque chose a traversé son visage. Ce n'était pas de l'approbation, mais ce n'était pas non plus le rejet automatique auquel je m'attendais. C'était l'expression d'un homme qui a l'habitude que les gens lui disent ce qu'il veut entendre, et qui de temps en temps, très rarement, voit quelqu'un lui dire quelque chose de différent.
J'ai parlé pendant 20 minutes. Sans documents. Sans chiffres exacts. Avec la vérité, dans l'ordre où les choses s'étaient produites. Je lui ai parlé d'Adolfo. Je lui ai parlé des transferts. Je lui ai parlé de Damian. Pas avec colère, pas avec drame. Avec le même calme, avec lequel je raconterais à quelqu'un comment s'était passée ma journée. Hernan ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux, pendant un moment qui a semblé très long. Il fixait un point sur le bureau devant lui. Ce silence des hommes âgés, qui sont en train d'assimiler une chose, qu'ils ont du mal à faire correspondre à ce qu'ils croyaient savoir. Enfin, il a dit, combien? 4 116 000. Il a fermé les yeux une seconde. Juste une seconde. Et dans cette seconde, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir chez cet homme. Ce n'était pas exactement de la honte. C'était quelque chose qui ressemblait davantage au poids de reconnaître qu'une personne que vous avez formée, que vous avez élevée, a pris des décisions qui n'ont aucune justification. « Que veux-tu de moi ?» a-t-il demandé. « Rien de financier » ai-je répondu. « C'est déjà réglé. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que mes enfants sont aussi tes petits-enfants, et que ce qui va suivre les affectera d'une manière ou d'une autre, selon la façon dont chaque adulte, dans cette situation, décidera de se comporter. » Je l'ai vu hocher la tête très lentement. Marcelo et Angelica n'ont rien choisi de tout cela, ai-je continué. Ils méritent que les adultes soient capables de gérer ça, sans transformer la situation en une guerre qu'ils devront observer. C'est la seule chose que je te demande. Hernan m'a regardé intensément pendant un long moment, puis a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de la part de cet homme, de toute ma vie. Tu as raison. 3 mots. Mais venant d'Hernan, ces mots valaient plus que n'importe quel document. Ils étaient précieux parce que cet homme ne les disait jamais. Et parce qu'à ce moment-là, prononcé devant moi, dans ce bureau silencieux avec les jardins parfaits à l'extérieur, il signifiait que la guerre que Sandra espérait mener, avec le nom de son père comme étendard, n'aurait pas lieu. Hernan n'allait pas intervenir. Je suis parti de cette maison à 5 heures de l'après-midi, avec le soleil qui se couchait sur les jardins, et quelque chose qui s'est installé définitivement en moi. Ce n'était pas la victoire. C'était la clarté. La clarté spécifique de savoir que le chemin à parcourir, bien que difficile, n'avait plus d'obstacles que je ne pouvais surmonter. Cette nuit-là, Sandra est rentrée tard. J'étais dans le bureau, quand j'ai entendu la porte. J'ai attendu. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Ils se sont arrêtés devant la porte du bureau. Il y a eu une longue pause, puis ils ont continué vers la chambre. Elle n'est pas venue me parler. Ce qui m'a indiqué qu'elle savait déjà pour Hernan. Qu'elle savait déjà que cette voie était fermée. Qu'elle savait enfin, de manière absolue, qu'il n'y avait aucun mouvement qui n'avait pas été anticipé. Qu'il n'y avait aucune issue que je n'avais pas déjà bloquée. Je suis resté dans le bureau tard cette nuit-là, pour revoir les derniers détails par message avec Adolfo. Tout était en ordre. Les documents de Damian arriveraient signés le lendemain. La procédure légale était contenue, et sous contrôle. La garde temporaire de Marcelo et d'Angelica était assurée, en attendant que la procédure formelle soit résolue. Il ne manquait qu'une seule chose. La conversation finale avec Sandra. Celle qui ne pouvait plus être évitée. Celle qui n'impliquait ni document, ni avocat, ni stratégie possible. Juste 2 personnes, qui avaient partagé un lit pendant 16 ans, assises face à face, clôturant quelque chose qui n'aurait jamais dû être brisé de la manière dont cela s'était brisé. Cette conversation allait avoir lieu demain. Et moi, qui étais resté calme à chaque instant de ces derniers jours, qui avait souri devant 19 personnes, qui avait regardé Damian s'ensiller, et Hernan s'emplier, j'ai ressenti pour la première fois quelque chose, qui n'était ni de la colère, ni de la stratégie, ni de la clarté. J'ai ressenti de la tristesse. Une tristesse réelle et pure. Le genre de tristesse qu'aucun plan ne peut résoudre. Parce qu'au final, derrière tout ce qui s'était passé, derrière les documents, les transferts, les mots murmurés et les scènes publiques, il y avait quelque chose de beaucoup plus simple, et de beaucoup plus douloureux. Une famille qui s'était brisée, et 2 enfants, qui, demain, commenceraient à le comprendre. Je me suis réveillé avant 6 heures. Pas à cause d'une alarme, pas à cause de l'anxiété. Mais à cause de cette chose que fait le corps, quand il sait que le jour qui vient est différent de tous les précédents. Comme si l'esprit refusait de perdre une seule minute d'une journée qui allait compter.
Je suis resté au lit pendant quelques minutes, à fixer le plafond. À côté de moi, Sandra dormait sur le dos, ou faisait semblant de dormir. Avec Sandra, il avait toujours été difficile de le dire. C'était une femme qui avait appris, très jeune, à contrôler jusqu'à sa façon de respirer, quand elle ne voulait pas qu'on sache à quoi elle pensait. Je me suis levé sans faire un bruit. Je me suis habillé dans la salle de bain, je suis descendu dans la cuisine, et j'ai fait du café pour deux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ce n'était pas un geste calculé. C'était automatique. Ces années de matin construisent des réflexes, que la douleur n'a pas encore eu le temps d'effacer. J'ai posé les 2 tasses sur la table. Je me suis assis. J'ai attendu. Sandra est descendue 20 minutes plus tard. Elle s'est arrêtée en voyant les 2 tasses. Quelque chose que je n'ai pas pu tout à fait lire a traversé son visage. Elle s'est assise en face de moi, sans rien dire. Elle a pris sa tasse, en a bu une gorgée, et pendant un instant, juste pendant un instant, elle a semblé être la même femme qu'il y a 10 ans, avant que quelque chose entre nous ne commence à devenir silencieux, sans qu'aucun de nous ne le nomme. « Parle », ai-je dit. Elle m'a regardé. « Tu voulais parler », ai-je continué. « Tu as envie de parler depuis des jours. Je suis là. Pas d'avocat, pas de document. Parle. » Sandra a posé lentement sa tasse sur la table, a passé une main dans ses cheveux, puis elle a fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Une chose que j'avais vue très peu de fois en 16 ans de vie commune. Si peu de fois, que je pouvais les compter. Elle a pleuré. Ce n'était pas un pleur dramatique. Ce n'était pas le genre de larme qui cherche à produire un effet. C'était le pleur petit et contenu de quelqu'un, qui a retenu quelque chose de très lourd pendant des jours, et dont le corps décide simplement, à un moment donné, qu'il ne peut plus. 2 larmes. Elle les a essuyées rapidement avec le revers de sa main, comme si elle avait honte que je les ai vues. J'ai attendu. Je ne sais pas quand j'ai commencé à te voir comme un obstacle, a-t-elle fini par dire. Sa voix est sortie différente, sans son vernis habituel, rauque et direct. Plus honnête que tout ce qu'elle m'avait dit ces dernières années. Ce n'était pas soudain. C'était petit à petit. Comme lorsqu'on cesse d'entendre un son qui a toujours été là, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on ne l'entend plus du tout. Je suis resté immobile, sans l'interrompre. Damien m'a dit que j'étais capable de tout gérer toute seule. Que je n'avais pas besoin de toi. Que tu étais l'encre qui m'empêchait de grandir. Elle a fait une pause, et je l'ai laissé le dire, parce que c'était plus facile de le croire, que de se demander pourquoi je ressentais cela moi-même. Et pourquoi ressentais-tu cela, ai-je demandé. Un long silence. Parce que j'avais peur, a-t-elle dit. C'était si bas, que je l'ai à peine entendu. Tu as toujours su exactement qui tu étais. Exactement ce que tu voulais, exactement où tu allais. Et moi, cela faisait des années que je ne savais rien de tout cela sur moi-même. Et au lieu de te le dire, j'ai commencé à t'en vouloir pour ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à cette honnêteté. Je ne m'attendais pas à ce que Sandra, la femme qui avait planifié pendant 8 mois, qui avait murmuré 4 mots dévastateurs devant 19 personnes avec un sourire calculé, soit capable de s'asseoir en face de moi, avec son café entre les mains, et de me dire une chose aussi vraie. Et si triste en même temps. Cela ne changeait rien à ce qui s'était passé. Je veux être clair là-dessus. Comprendre n'efface pas les conséquences. La douleur de quelqu'un ne justifie pas le mal qu'il a causé. Mais cela a changé quelque chose en moi, quelque chose qui avait besoin de changer, pour pouvoir avancer, sans porter une haine qui n'était bonne pour personne, et encore moins pour Marcelo et Angelica. Et Damien, ai-je demandé. Était-il juste un allié en affaires? Elle n'a pas répondu tout de suite. Sandra, non. Un seul mot, dit en regardant sa tasse. Pendant un moment, je n'ai pas su. Je savais, depuis avant même qu'Adolfo ne me montre les documents. Vous savez ce genre de choses. Vous le savez. Et vous choisissez de ne pas le voir. Parce que le voir, signifie devoir faire quelque chose avec ce que vous voyez. Et il y a des moments dans la vie, où vous n'êtes pas encore prêt, à démonter ce que vous avez construit, même si vous savez déjà que c'est cassé. J'ai pris une gorgée de café, et je l'ai reposé sur la table. Je vais être très clair avec toi, sur ce qui va se passer ensuite, ai-je dit. Non pas parce que je veux te blesser, mais parce que je pense que nous méritons tous les deux un peu de clarté, après tout ce temps.
Elle a levé les yeux vers moi. Le divorce va suivre son cours. Ce n'est pas négociable. Les conditions ont déjà été préparées par Adolfo, et elles sont justes. Pas généreuses. Mais justes. Tu auras ce à quoi tu as légalement droit, et rien de plus. Ce que tu as essayé de déplacer avec Damian sera restitué dans son intégralité. C'est déjà convenu. Sandra a hoché légèrement la tête, sans protester. Concernant Marcelo et Angelica. J'ai fait une pause un instant. J'avais besoin que ces mots sortent correctement. Je veux la garde principale. Non pas parce que je veux t'éloigner d'eux, mais parce qu'en ce moment, je suis l'environnement le plus stable qu'ils aient. Cela peut changer avec le temps, si tu te stabilises, mais pour l'instant, c'est ce dont ils ont besoin. J'ai vu qu'elle était sur le point de dire quelque chose. Elle a légèrement levé une main. Puis elle l'a rabaissée. Elle s'était ravisée. Vas-tu te battre avec moi pour la garde, ai-je demandé directement. Un très long silence. Non, a-t-elle finalement dit. Et dans ce mot, il y a eu quelque chose qui a été difficile à entendre pour moi. Non pas parce que je m'en réjouissais, mais parce que cela ressemblait à la voix d'une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, était complètement honnête, sur ses propres limites. En ce moment, je ne suis pas en position de leur donner ce dont ils ont besoin. Je le sais. Je me suis levé, j'ai ramassé les tasses, je les ai rincées dans l'évier. Et quand je me suis retourné, Sandra était toujours assise dans la même position, regardant l'endroit où j'étais assis, avec cette expression de quelqu'un qui fait l'inventaire de tout ce qu'il a perdu, et qui commence tout juste à comprendre la taille de la liste. Encore une chose, ai-je dit. Elle m'a regardé. À propos du dîner. Devant tout le monde. Elle a fermé les yeux. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes mal. C'est du passé. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je me suis légèrement appuyé sur l'évier, et je l'ai regardé directement. Ce costume, que tu m'as reproché de porter. En me traitant de mendiant. Je l'ai acheté avec le premier argent que j'ai gagné à 19 ans. J'ai travaillé 4 mois pour l'acheter. Je l'ai gardé toutes ces années. Non pas parce que je ne pouvais pas en acheter un autre. Je l'ai gardé parce qu'il me rappelait qui j'étais. Avant que quelqu'un ne me dise à quoi je devais ressembler. Sandra n'a rien dit. Je n'ai jamais eu besoin de qui que ce soit, pour me valider, Sandra. Ni de ton père, ni de tes amis, ni de toi. Et c'est ça, je crois, que tu n'as jamais pu comprendre chez moi. J'ai quitté la pièce sans attendre de réponse. Je suis monté réveiller Marcelo et Angelica. J'ai frappé à leur porte. J'ai entendu les gémissements habituels. Les grognements d'adolescents de Marcelo, demandant 5 minutes de plus. La petite voix d'Angelica, demandant s'il y avait un petit déjeuner. J'ai souri intérieurement, dans le couloir. Ces deux voix. C'était le centre de tout, et ça l'avait toujours été. Cet après-midi-là, quand Marcelo est rentré de l'école, il m'a trouvé dans le bureau. Il a passé la tête par la porte, avec cette façon qu'il a de demander sans demander, juste en apparaissant. Je lui ai dit d'entrer. Il est entré, s'est assis en face de moi. Je lui ai dit la vérité. Pas tout, pas les détails, mais la vérité, dans la mesure où un garçon de 15 ans peut, et doit l'entendre. Je lui ai dit que sa mère et moi allions nous séparer. Que cela ne changeait rien à ce que nous étions pour lui. Qu'il y aurait des changements dans la maison, mais que lui et Angelica allaient bien s'en sortir, et que je m'en assurerais. Marcelo m'a écouté sans m'interrompre. Comme toujours. Avec ses yeux, qui traitent l'information avant de réagir. Quand j'ai eu fini, il m'a demandé, « Tu vas bien, papa ?» Il n'a pas posé de questions sur sa mère. Il n'a pas demandé les détails. Il a posé des questions sur moi. Ce garçon de 15 ans, au moment le plus difficile de sa vie de famille, avait trouvé un espace pour me demander comment j'allais. J'ai ressenti quelque chose dans la poitrine, qui n'avait pas de nom exact. Oui, ai-je dit, je vais bien. Et cette fois-ci, c'était complètement vrai. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient et que Sandra était dans sa chambre avec la porte fermée, je me suis assis dans le bureau, avec un verre de vin, et le téléphone face contre table. Pas d'appel en attente, pas de messages urgents, pas de mouvement à planifier. Tout ce qui avait commencé ce mardi matin-là, avec l'appel d'Adolfo, se mettait en place. Mais il manquait encore quelque chose.
Ce qui manquait, c'était ce qui venait après. Et ce qui venait après, c'était ce qu'aucun document ne pouvait construire, et ce qu'aucun avocat ne pouvait garantir. C'était la partie où je devais cesser d'être l'homme qui répondait à ce que les autres faisaient, et devenir l'homme qui construisait ce qu'ils voulaient voir exister. Pour mes enfants. Pour moi. Cela commençait demain. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt. Le lundi suivant s'est levé avec la pluie. Une de ces pluies calmes, qui tombent sans se presser, sans tempête, sans prétention de drame. Juste de l'eau, tombant sur une ville qui continue de bouger à l'identique, même si le ciel est gris. J'aimais ça. Cela semblait être le genre de journée appropriée, pour ce qui allait se passer. Adalfo m'a appelé à 8 heures pile. Les documents de Damian sont arrivés ce matin. Signés, notariés, tout est en ordre. Les 416 000 € seront restitués dans les 15 jours ouvrables. Comme convenu. Damian avait signé sans conditions supplémentaires, sans essayer de négocier les termes. Ce qui m'indiquait que ses propres avocats, lorsqu'il les avait finalement consultés, lui avaient expliqué clairement quelle était sa position réelle, face aux preuves que nous avions. Une position sans issue. Et pour les termes du divorce, ai-je demandé. Sandra les a examinés hier avec son avocat. Une pause. Elle va signer. Je l'ai entendu, sans réagir extérieurement. À l'intérieur, quelque chose s'est posé, avec ce poids spécifique des choses dont on sait qu'elles vont arriver. Mais quand elles arrivent enfin, elles semblent toujours différentes de la façon dont on les imaginait. Ce n'était pas exactement un soulagement. C'était plutôt la tranquillité qui vient après une longue tempête. Ce nouveau silence, qui résonne encore comme une tempête, même s'il n'y a plus de vent. Quand ? Ce vendredi. Si tout se passe comme prévu. J'ai raccroché. J'ai regardé la pluie par la fenêtre du bureau, pendant un moment. 5 ans auparavant, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici, à ce stade, avec ce café à la main, et cette pluie dehors, à gérer la fin d'un mariage de 16 ans avec le même calme avec lequel je révise des contrats d'entreprise, je ne l'aurais pas cru. Mais la vie a une façon de vous préparer aux choses que vous devez affronter. Même si cela n'en a pas l'air, au moment où ça se produit. Ce matin-là, j'avais une réunion que je repoussais depuis des jours. Non pas par peur, mais parce que je voulais y arriver avec tout le reste résolu. Avec les mains libres, sans problème en suspens pour me distraire de ce qui comptait vraiment dans cette pièce. La réunion était avec les 3 principaux directeurs de mon entreprise de logistique. L'entreprise qui avait commencé avec 3 camions et 8 employés, et qui, en 12 ans, était devenue une opération régionale avec une présence dans 4 pays, 147 employés, et des contrats avec certains des plus grands distributeurs du secteur. L'entreprise que Sandra n'avait jamais vraiment comprise. L'entreprise que Damian pensait pouvoir toucher. Je me suis présenté dans la salle du conseil, à 10 heures du matin. Bernardo, le directeur des opérations, 20 ans de travail avec moi. Susanna, la directrice financière, 12 ans. Marcelo, pas mon fils. Un autre Marcelo. Le directeur commercial, 8 ans. 3 personnes, qui connaissaient chaque recoin de ce que nous avions construit ensemble. 3 personnes, qui avaient observé les derniers jours de l'extérieur, et qui méritaient d'entendre de ma bouche ce qui s'était passé, avant de l'entendre d'une autre source. Je les ai regardés tous les 3 en entrant. Leur visage avait cette expression contenue des gens qui en savent plus qu'ils n'en disent, et qui attendent que le contexte les autorise à en parler. Je me suis assis. Je les ai regardés. Vous savez ce qui s'est passé, ai-je dit directement. Ce n'était pas une question. Bernardo a hoché la tête. Susanna avait les mains jointes sur la table. L'autre Marcelo fixait un point devant lui. Donc, je ne vais pas le répéter. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. J'ai ouvert le dossier devant moi. Tout est contenu. Les actifs sont protégés. Le remboursement est convenu, et légalement documenté. Cette entreprise n'est exposée à rien. 0. J'ai vu qu'ils respiraient tous les 3 d'une manière différente. Le genre de respiration que vous prenez, quand vous relâchez quelque chose que vous portez sur vos épaules depuis des jours. La deuxième chose que vous devez savoir, ai-je continué, c'est que rien ne change sur le plan opérationnel. Les contrats continuent, les équipes continuent. Les plans d'expansion que nous avions pour le second semestre continuent. Cette entreprise ne s'arrête pas à cause de ce qui s'est passé dans ma vie personnelle.
Elle ne l'a jamais fait, et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Susanna a pris la parole à ce moment-là, avec cette précision qui lui est propre, et que j'avais toujours appréciée. Et la restructuration des comptes de l'entreprise. Certains fournisseurs ont déjà posé des questions sur les gels temporaires. D'ici jeudi, tout sera débloqué. Adalfo confirme que les gels préventifs seront levés, dès que l'accord de remboursement sera formalisé. Peux-tu communiquer cette date aux fournisseurs? Elle a hoché la tête. Elle a noté quelque chose. D'autres questions, ai-je demandé. Bernardo s'est adossé à sa chaise avec cette façon qui est la sienne. Un homme qui travaille avec quelqu'un depuis 20 ans, et qui s'autorise la confiance de dire ce qu'il pense. Juste une. Comment vas-tu, Eliseo? La même question que Marcelo, mon fils, m'avait posée depuis sa chambre d'adolescent de 15 ans. Parfois, les questions les plus importantes sont les plus simples. Bien, ai-je dit. Mieux que je ne l'espérais. Et c'était vrai. J'ai quitté cette réunion avec quelque chose que je n'avais pas ressenti dans une salle de travail depuis longtemps. Une énergie pure. Sans le poids sourd d'une chose qui ne va pas, mais qu'on n'a pas encore nommée. Sans cette tension de fond, qu'on apprend à ignorer, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et qu'on réalise combien d'espace elle prenait. Cet après-midi-là, Adalfo m'a envoyé par message quelque chose que je ne m'attendais pas encore à recevoir. Une lettre. Pas un document juridique. Pas une notification formelle. Une lettre manuscrite, scannée, envoyée depuis le téléphone d'Adalfo, avec un mot qui disait seulement « C'est arrivé à mon bureau ce matin. Je pense que tu devrais la lire. » C'était de la part d'Hernan. J'ai pris un moment avant de l'ouvrir. Hernan n'était pas un homme de lettres. En 72 ans de vie, cet homme avait probablement écrit des lettres, qui se comptaient sur les doigts d'une main. Le fait qu'il en ait écrit une maintenant, en disait long sur le poids de ce qu'il était en train d'assimiler. Je l'ai lu lentement. Je ne vais pas reproduire chaque mot. Il y a des choses qui appartiennent à l'espace privé entre les gens, et qui perdent quelque chose d'essentiel, lorsqu'elles sont sorties de cet espace. Mais je peux dire ce que cette lettre contenait dans son essence. Hernan me disait qu'il avait fait l'erreur de mesurer les hommes à ce qu'ils montraient, plutôt qu'à ce qu'ils construisaient. Que pendant des années, il m'avait vu comme quelqu'un d'insuffisant pour sa fille, sans prendre le temps de comprendre ce que j'étais vraiment. Que ce qu'il avait découvert ces derniers jours, non seulement sur le plan de Sandra et Damian, mais sur la taille réelle de ce que j'avais construit en silence, pendant toutes ces années, l'avait forcé à se poser des questions inconfortables sur son propre jugement. Et à la fin, dans les 3 dernières lignes, il a dit quelque chose à propos de Marcelo et d'Angelica. Qu'il espérait que, malgré tout ce qui s'était passé entre les adultes, les enfants auraient l'occasion de grandir en connaissant leur grand-père. Que cela dépendait de moi. Et qu'il comprendrait si je décidais du contraire. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée, et j'ai appelé Adalfo. Dis-lui que oui. Tu es sûr? Les enfants ont besoin de leur grand-père. Ce qui s'est passé entre lui et moi, ne doit pas être leur fardeau. Une brève pause. Tu es un homme meilleur que ne le serait la plupart des gens à ta place. Ce n'est pas de la générosité, Adalfo. C'est de l'intelligence. Les rancunes prennent de la place, dont j'ai besoin pour d'autres choses. Le vendredi est arrivé, avec le même ciel gris que le lundi, mais sans la pluie. Sandra a signé les documents à 11 heures du matin, au bureau d'Adalfo. Je n'étais pas présent. Non pas parce que je ne pouvais pas l'être, mais parce que ma présence n'apporterait rien à ce moment, et qu'il y avait des choses qu'elle pourrait enlever. Parfois, la meilleure décision est de ne pas être là. Adalfo m'a appelé à 11h15. C'est fait. 2 mots. Je conduisais quand il a appelé. Je me suis rangé sur le côté, j'ai éteint le moteur, et je me suis assis en silence pendant plusieurs minutes, dans cette voiture garée dans une rue, qui n'avait rien de spécial. À regarder les gens passer sur le trottoir, sans savoir que, dans cette voiture, à ce moment-là, quelque chose qui avait duré 16 ans venait de se fermer formellement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à la gravité d'un moment, qui mérite d'être reconnu en silence, avant de passer à autre chose. Comme lorsque vous visitez un endroit pour la dernière fois, et que vous vous accordez un moment de tranquillité, avant de fermer la porte. J'ai démarré la voiture, et j'ai conduit vers l'école d'Angelica. Ce jour-là, c'était moi qui allais la chercher. Nous avions prévu d'aller manger une glace ensuite.
Une de nos traditions de quand elle était plus jeune, que nous avions abandonnée sans nous en rendre compte, et que j'avais décidé de reprendre. Je l'ai vue sortir de la grille de l'école, avec cet énorme sac à dos qui semblait toujours trop grand pour elle. Elle m'a vu. Elle a souri. Elle a couru vers la voiture, avec cette énergie qu'ont les enfants de 12 ans, qui n'ont pas encore appris à marcher quand ils peuvent courir. Elle a ouvert la porte, est montée, et m'a pris dans ses bras avant de mettre sa ceinture de sécurité. « On va manger une glace ?» a-t-elle demandé. « On va manger une glace. » J'ai démarré la voiture. Et, alors que je conduisais avec ma fille à côté de moi, qui parlait de sa tante, de son professeur, d'une chose drôle qui s'était passée à la récréation, j'ai pensé à Sandra, et à ce qu'elle avait perdu. Pas les 4 millions, pas les actifs, pas l'entreprise. Ce moment précis. Cette fille, qui parlait sans s'arrêter sur le siège passager. Ce genre de mardi ordinaire qui semble n'avoir aucune importance, et qui en réalité, est tout. C'était ça que Sandra avait perdu. Et je crois que quelque part en elle, même si elle ne pouvait pas encore tout à fait le nommer, elle le savait aussi. Le premier mois après le divorce a été le plus étrange. Pas à cause de la douleur, mais à cause du silence. J'avais vécu pendant 16 ans dans une maison, avec le bruit de fond d'une autre personne. C'est pas dans le couloir. Sa voix au téléphone. Le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain de l'étage, à 7 heures du matin. Ces sons, que vous n'enregistrez pas consciemment, mais qui sont là, tissés dans la texture de chaque jour. Jusqu'à ce que, soudainement, il n'y soit plus. Ce nouveau silence n'était pas exactement vide. Il était différent. Comme une pièce qui vient d'être peinte. Le même espace, mais avec quelque chose qui ne semble pas encore tout à fait être à vous, même si c'est déjà le cas. Marcelo et Angelica se sont mieux adaptés que ce à quoi je m'attendais. Ou plutôt, ils se sont adaptés de la manière dont les enfants s'adaptent, lorsque les adultes autour d'eux ne transforment pas une crise en spectacle. Ils ont pleuré. Ils ont posé des questions. Ils ont passé des nuits difficiles. Mais ils ont aussi continué à aller à l'école. Ils ont continué à avoir faim à l'heure du dîner. Ils ont continué à avoir besoin d'aide pour leurs devoirs, à se disputer la télécommande, et à rire de choses que je ne comprenais pas tout à fait, mais qui me faisaient sourire quand même. La vie, quand on la laisse faire, continue d'être la vie. Sandra a déménagé dans un appartement, de l'autre côté de la ville. Les enfants lui rendaient visite un week-end sur 2, conformément à l'accord. Ses premiers échanges ont été tendus. Pas violents, pas dramatiques. Juste tendus, avec cette attention spécifique de 2 personnes, qui partagent quelque chose d'irremplaçable, et qui n'ont pas encore trouvé le moyen de le gérer, sans que cela fasse mal. Avec le temps, ça s'est un peu amélioré, mais ça s'est amélioré. Je suis resté dans la maison. Non pas parce que j'y étais sentimentalement attaché, mais parce que c'était l'environnement que Marcelo et Angelica connaissaient. Leur chambre, leur école à 10 minutes, leurs amis dans le quartier. À ce moment-là, leur stabilité valait plus que n'importe quelle décision, que je pouvais prendre en fonction de mes besoins émotionnels. Les miens pouvaient attendre, les leurs ne le pouvaient pas. C'est au cours de ces premières semaines de nouveau silence, que j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Aller me promener le matin, avant que les enfants ne se réveillent. 40 minutes seul, sans téléphone, sans écouteurs, sans agenda mental de ce qui devait être résolu ce jour-là. Juste marcher. Cela semble être peu de choses. Ce ne l'était pas. Pour un homme qui avait passé 20 ans à mesurer chaque heure en termes de productivité, ces 40 minutes sans but précis, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et pendant ces 40 minutes, j'ai commencé à penser, avec une clarté que je ne me souvenais pas d'avoir eue depuis longtemps. Pas la clarté tactique de quelqu'un qui résout un problème. Mais la clarté plus lente et plus profonde, de quelqu'un qui se demande pourquoi il veut résoudre ses problèmes. Ce que je voulais. Ce pourquoi je l'avais fait. Pour qui je le construisais. Quel genre d'homme je voulais que Marcelo voie, quand il me regarderait dans 10 ans. Ces questions ne trouvent pas de réponse en un matin. Mais elles ne trouvent pas de réponse non plus, si on ne se les pose jamais. 2 mois après le divorce, j'ai pris 3 décisions, qui allaient changer le cours de ce qui allait suivre. La première concernait l'entreprise. Le moment était venu, de cesser d'opérer dans l'ombre. Pendant des années, la discrétion avait été un avantage tactique, mais c'était aussi, en partie, un moyen d'éviter d'être vu.
de ne pas avoir à défendre ce que j'étais, devant des gens qui jugent sur les apparences. Cette époque était révolue. J'ai appelé Susanna et Bernardo. Je leur ai dit que je voulais restructurer l'image de marque de l'ensemble du groupe, pour unifier les entreprises sous une seule marque holding. Pour la rendre visible. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que ce que nous avions construit méritait d'exister à la lumière du jour, et pas seulement dans des documents. Susanna a mis exactement 4 secondes pour répondre. Ça fait 3 ans qu'on attend que tu dises ça. J'ai ri. Le premier vrai rire depuis des semaines. Le processus a pris 4 mois. Avocat, enregistrement, restructuration juridique, identité visuelle. Quand ça a été terminé, le groupe Eliseo, un nom que Bernardo et Susanna ont choisi sans que je le demande, et que j'ai accepté parce que ça me semblait être la chose la plus honnête à faire, est officiellement apparu sur le marché, comme une opération consolidée. Avec des actifs déclarés dépassant les 42 millions d'euros. 42 millions d'euros, dont Sandra n'avait jamais complètement su l'existence. Que Damien n'a jamais pu voir. Que Hernan n'a pas imaginé, quand il me regardait comme quelqu'un d'insuffisant pour sa fille. La deuxième décision était d'ordre personnel. J'ai engagé une psychologue. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'ai compris, que 16 ans passés à porter des choses en silence, à construire des murs intérieurs que personne ne pouvait escalader, à confondre la force avec l'imperméabilité, avaient laissé des choses non résolues. Des choses que je ne pouvais pas régler, simplement en marchant 40 minutes chaque matin. Le docteur Angelica, qui portait le même prénom que ma fille, ce qui me semblait être une coïncidence trop évidente pour l'ignorer, m'a dit lors de notre 3e séance, quelque chose qu'il m'a fallu des semaines pour digérer complètement. Elle m'a dit que les hommes qui apprennent très jeunes, à n'avoir besoin de rien ni de personne, construisent souvent des empires pour prouver qu'ils avaient raison de n'avoir besoin de personne. Et que cela fonctionne pour accumuler, mais pas toujours pour vivre. Je ne lui ai rien répondu à ce moment-là. Mais j'y ai réfléchi pendant des jours, et j'ai dû admettre, dans l'intimité de mes propres pensées, qu'elle avait raison. La 3e décision a mis plus de temps à arriver. C'était 6 mois après le divorce. Un vendredi soir, alors que Marcelo et Angelica étaient chez Sandra. J'étais sorti dîner seul, une chose que j'apprenais à apprécier, au lieu de la tolérer. Dans un petit restaurant près de chez moi, une femme était assise à la table près de la fenêtre, seule également. Elle lisait quelque chose sur son téléphone, avec la concentration de quelqu'un qui lit vraiment, et qui ne regarde pas l'écran pour avoir l'air occupé. Des cheveux bruns. Un âge difficile à déterminer. Quelque chose dans sa façon de s'asseoir, qui communiquait une tranquillité n'étant pas de l'indifférence. Je ne l'ai pas abordé ce soir-là. Mais je l'ai vu commander le même vin, que j'avais commandé. Et quand le serveur le lui a apporté et qu'elle a pris la première gorgée, elle a levé les yeux, et a vu que je la regardais. Je n'ai pas détourné le regard rapidement, comme on le fait quand on est pris en faute. Je l'ai regardée calmement. Elle n'a pas détourné le regard non plus. Elle a souri légèrement. J'ai fait un léger signe de tête, et nous sommes tous les deux retournés à notre table. Mais il est resté quelque chose de ce moment. Quelque chose de petit. La taille exacte d'une possibilité que l'on ne force pas, mais qu'on ne ferme pas non plus. Je l'ai revu 2 semaines plus tard, dans le même restaurant. Cette fois, je l'ai abordé. Je me suis présenté. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Norma, qu'elle était architecte, qu'elle habitait à 6 rue de là, qu'elle était aussi mère d'une fille de 9 ans, et que les vendredis sans sa fille, elle les passait dans ce restaurant avec un livre et un verre de vin. Parce qu'elle avait appris que le silence choisi, est complètement différent du silence imposé. Cette dernière phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, sur cette femme. Nous avons fini par parler jusqu'à la fermeture du restaurant. Je ne vais pas précipiter la suite. Parce que ça n'a pas été précipité. Ça a été exactement ce que ça devait être. Lent, honnête, sans pression d'aucun côté. Avec la conscience claire que nous avions tous les deux des enfants, des vies construites, et des cicatrices qui guérissaient encore. Et qu'aucune de ces choses ne se résout en précipitant, ce qui ne devrait pas l'être. Mais il y avait quelque chose là. Quelque chose de réel. Quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti depuis longtemps. Pas l'intensité de la vingtaine. Mais quelque chose de plus mature, de plus calme. Le genre de chose qui grandit lentement, et c'est pour ça que ça dure. 8 mois après le divorce, le groupe Eliseo a conclu son premier contrat international.
Un distributeur en Colombie, qui était en négociation depuis 2 ans, et qui a finalement signé une alliance de 3 ans, d'une valeur de 9 millions d'euros. Bernardo m'a appelé quand la confirmation est arrivée. J'ai entendu sa voix au téléphone, cet homme qui était à mes côtés depuis 20 ans. Et j'ai remarqué qu'elle tremblait légèrement d'émotion. Avec cette émotion spécifique, de voir qu'une chose à laquelle on a cru pendant des années, reçoit enfin la reconnaissance qu'elle a toujours méritée. On l'a fait, Eliseo. On l'a fait, ai-je dit. Cette nuit-là, quand Marcelo et Angelica étaient endormis, je me suis assis dans le jardin avec un verre de vin, et j'ai regardé le ciel pendant un long moment. J'ai pensé au mardi de l'appel d'Adolfo. Au dîner avec les 19 personnes. Aux 4 mots murmurés avec une froideur calculée. Au dossier de 47 pages. Au visage de Damian, quand il a compris qu'il n'y avait pas d'issue. À la lettre d'Hernan. À Sandra signant en silence, dans un bureau où j'avais décidé de ne pas être. J'ai pensé à tout cela, comme on pense à quelque chose qui s'est passé dans une autre vie. Non pas parce que beaucoup de temps s'était écoulé. Mais parce que j'étais un homme différent, de celui qui était assis à cette table. Pas différent parce que je possédais. Différent parce que je savais être. Et que personne ne peut vous enlever. Qu'aucun plan ne peut déplacer. Qu'aucun murmure devant 19 personnes ne peut toucher. C'était ça, qui avait toujours été le véritable empire. Celui qui était à l'intérieur. Celui qui avait toujours été là. Celui que Sandra, pendant toutes ces années, n'avait jamais su voir. 1 an après cette nuit-là. Exactement 1 an. Je le sais parce que Marcelo me l'a rappelé ce matin-là, pendant que nous prenions le petit déjeuner. Pas de manière dramatique. Il l'a dit entre une gorgée de jus de fruits, et un morceau de pain grillé, avec ce naturel qu'ont les adolescents, pour nommer les choses importantes comme si elles étaient ordinaires. Papa, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ce dîner. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et nous sommes tous les deux restés silencieux un instant. Pas un silence inconfortable. Mais ce silence qui existe entre 2 personnes, qui ont vécu quelque chose ensemble, et qui n'ont pas besoin de se l'expliquer, parce qu'ils le portent tous les deux de la même manière. Comment te sens-tu, m'a-t-il demandé. 15 ans. Ce garçon de 15 ans qui me pose la même question qu'il m'avait posée 1 an auparavant, sur le canapé avec la télé allumée. Comme s'il savait instinctivement, que c'était toujours la bonne question. Pas, que s'est-il passé, pas, que allez-vous faire, mais, comment vas-tu? J'y ai sincèrement réfléchi avant de répondre. Je n'ai pas cherché la réponse rassurante. J'ai cherché la vraie réponse. Bien, ai-je dit. Mieux que bien. Il a hoché la tête, et est retourné à sa tartine. Et dans ce geste simple. Dans cette façon d'accepter ma réponse, sans avoir besoin de plus de détails. J'ai vu quelque chose qui a rempli ma poitrine, d'une manière que je ne trouve pas de mots tout à fait précis pour décrire. J'ai vu un jeune homme qui apprend à faire confiance aux gens qu'il aime. Qui apprend que le calme de quelqu'un qu'il respecte peut suffire. Que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être vrai. Il a appris ça en m'observant. C'est ce qu'aucun argent ne peut acheter, et qu'aucune trahison ne peut vous enlever. Angelica est descendue plus tard, les cheveux en bataille, et un t-shirt d'une taille qui n'était clairement pas la sienne. Criant pour chercher ses écouteurs, qui étaient toujours à l'endroit où elle les avait laissés, mais qu'elle ne se rappelait jamais avoir posés là. La normalité parfaite d'un mardi ordinaire. La normalité que j'avais protégée, par chaque décision silencieuse des 12 derniers mois. Je les ai emmenés à l'école. Je les ai regardés entrer. Je suis resté un instant, à regarder la porte après qu'ils aient disparu à l'intérieur. Comme je le fais toujours, cette seconde supplémentaire que je m'accorde chaque matin, pour me rappeler à quoi sert tout le reste. J'ai démarré la voiture, et j'ai conduit jusqu'au bureau. Ce matin-là, j'avais une réunion importante. Pas avec des fournisseurs. Pas avec des avocats. Pas avec des directeurs. C'était une réunion avec un journaliste d'un magazine économique régional. Il insistait depuis 3 mois, pour faire un profil du groupe Eliseo, depuis que le contrat avec la Colombie était devenu public, et que plusieurs personnes du secteur avaient commencé à poser des questions. Sur qui était derrière cette opération, qui s'était développée en silence, pendant plus d'1 décennie. J'avais dit non 2 fois. La 3e fois, j'ai pensé différemment. Je n'avais plus besoin de l'anonymat comme bouclier. Il n'y avait plus rien à protéger en se cachant.
et il y avait quelque chose dans l'idée que la véritable histoire de ce qu'était le groupe Eliseo puisse exister quelque part en dehors des documents d'entreprise, qui me semblait juste. Non pas par vanité, mais parce que les histoires de ce qui est construit en silence, méritent d'être racontées un jour. Le journaliste est arrivé à l'heure. Jeune, avec cette énergie de celui qui croit encore que chaque histoire qu'il raconte a de l'importance. Ce qui me semblait être une qualité précieuse, que le temps a tendance à user si l'on n'y prend pas garde. Il s'est assis en face de moi, avec son dictaphone et son carnet, et m'a posé la première question, que tout le monde pose toujours. Comment tout cela a-t-il commencé? J'ai souri. Avec 3 camions et 8 employés, ai-je répondu, et avec la conviction que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il a noté quelque chose. Il m'a regardé. Quand avez-vous su que vous aviez construit quelque chose de grand? J'ai réfléchi un instant. Quand j'ai compris que la grandeur n'était pas la taille. C'était la solidité. Que ce que j'avais construit ne pouvait pas être déplacé, même si quelqu'un essayait. Le journaliste a légèrement froncé les sourcils. Ce froncement de sourcils de quelqu'un qui sent qu'il y a une histoire plus spécifique derrière une réponse générale. Quelqu'un a essayé. Je l'ai regardé calmement. Oui. Et que s'est-il passé? Ce qui se passe toujours, quand on essaie de déplacer quelque chose de bien construit. J'ai fait une pause. Rien. Je ne lui ai pas donné plus de détails. Certains chapitres n'ont pas besoin d'être publiés, pour avoir eu lieu. Leur valeur n'est pas dans le fait que d'autres les lisent. Elle est dans ce qu'ils ont fait, à la personne qui les a vécus. L'entretien a duré 90 minutes. Quand il a été terminé, le journaliste a rangé son dictaphone, a fermé son carnet, et m'a tendu la main. Je la lui ai serrée. Et avant de se lever, il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, une dernière question personnelle, si vous le permettez. J'ai hoché la tête. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? La question m'a pris par surprise. Non pas parce qu'elle était difficile, mais parce que c'est une de ces questions que vous vous posez rarement. Au milieu de la construction, de la résolution, de la protection et de l'avancement. Une question qui ne prend tout son sens, que lorsque vous vous arrêtez assez longtemps pour la poser. J'ai pris le temps d'y répondre honnêtement. Comme quelqu'un qui a construit en silence. Qui n'a eu besoin de personne pour le voir pour savoir qui il était. Et qui, le moment venu, a fait en sorte que ses enfants puissent le regarder dans les yeux, sans avoir honte. Le journaliste a hoché la tête lentement, a noté quelque chose, puis a dit à voix basse, presque pour lui-même, c'est assez pour n'importe quel homme. Cet après-midi-là, Adolfo m'a appelé pour une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Sandra avait demandé une rencontre. Pas par l'intermédiaire d'avocat. Directement avec moi. Un bref message textuel, sans drame. Il disait juste qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire en personne, et qu'elle comprendrait si je ne voulais pas la voir. J'ai fixé le message pendant un moment. J'ai répondu, oui. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, proche de chez aucun de nous deux. Sandra est arrivée avant moi. Je l'ai vue assise près de la fenêtre. Quand je suis entré, elle avait l'air différente. Pas de manière évidente. Mais avec cette différence subtile qu'ont les gens, lorsqu'ils traversent quelque chose de réel, et qu'ils en ressortent de l'autre côté, pas intact, mais debout. Je me suis assis en face d'elle. Nous nous sommes regardés. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Que avais-tu besoin de me dire? Elle a posé ses mains sur la table, les a regardées pendant une seconde, puis m'a regardé avec une franchise que je n'avais pas vue chez elle depuis des années. Peut-être même jamais, de cette façon. Que ce que j'ai fait était mal. Pas le divorce. Le divorce était inévitable, et je pense que c'était la bonne chose à faire pour nous deux. Mais la manière. Le plan avec Damien. Le dîner. Elle a fait une pause. Ce que je t'ai dit cette nuit-là. Je l'ai laissé terminer sans l'interrompre. Je n'attends pas de toi que tu l'oublies. Je ne te demande pas ça. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche directement. Sans avocat. Sans document. Sans stratégie. Le silence entre nous a duré plusieurs secondes. Je l'ai entendu, ai-je finalement dit. Est-ce tout ce que tu vas dire? J'ai réfléchi. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. Ce n'était pas de la froideur. C'était quelque chose qui se rapprochait d'un achèvement.
D'être arrivé à la fin d'une histoire, et de ne pas avoir besoin d'ajouter plus de pages, qu'elle n'en avait déjà. Certaines choses se terminent, non pas avec de grands mots, mais par le simple acte de reconnaître qu'elles sont terminées. Sandra a hoché la tête, s'est levée, a mis sa veste. Et avant de partir, elle a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire pendant des jours. J'ai toujours su que tu étais plus que ce que tu laissais paraître. Je suppose que j'ai eu tort de penser qu'il m'était plus pratique de l'ignorer. Elle est partie. Je suis resté dans le café entre les mains. À regarder la rue par la fenêtre. Les gens qui passaient. Le mouvement ordinaire d'une ville qui ne sait pas, et qui se moque bien, de ce qui vient de se passer à cette table. J'ai pensé au costume. Ce vieux costume que Sandra avait utilisé comme une arme, une nuit de novembre, devant 19 personnes. Ce costume acheté avec le premier argent gagné à 19 ans. Je l'avais toujours, accroché au fond du placard. Je ne le portais plus, mais je ne l'avais pas jeté non plus. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi et que les enfants faisaient leurs devoirs dans leur chambre, j'ai ouvert le placard. Je l'ai sorti. Je l'ai posé sur le lit, et je l'ai regardé pendant un long moment. Ce n'était pas un costume de mendiant. Ça ne l'avait jamais été. C'était le costume d'un homme qui a appris dès son plus jeune âge, que la vraie valeur des choses ne réside pas dans ce qu'elles coûtent, mais dans ce qu'elles représentent. Que le vrai pouvoir ne sert pas à humilier, mais à protéger. Que la victoire la plus importante n'est pas celle que les autres voient, mais celle que l'on construit en silence pendant des années. Et qu'aucune trahison, qu'aucun murmure calculé, qu'aucun dîner avec 19 témoins, ne peut toucher. Je l'ai plié soigneusement, je l'ai rangé, et j'ai fermé le placard. Cette nuit-là, j'ai dîné avec Marcelo et Angelica. Quelque chose que j'avais préparé moi-même, ce qui était à peine acceptable, selon le verdict sans appel d'Angelica. Nous avons ri. Nous nous sommes disputés sur ce que nous allions regarder à la télévision. Marcelo m'a battu aux échecs pour la 2e fois consécutive. Et il a célébré avec une discrétion, qui m'a fait sourire, parce que je savais qu'il l'avait apprise de moi. Après le dîner, quand ils étaient tous les deux dans leur chambre, je me suis assis dans le jardin. Le même jardin où, un an auparavant, j'avais regardé le ciel avec un verre de vin, en assimilant tout ce qui s'était passé. Cette fois-ci, je n'avais rien à assimiler. J'étais juste là, avec le silence que l'on choisit. Avec la vie que l'on a construite. Avec les enfants qui dorment à l'intérieur. Avec le travail qui continue demain. Avec Norma, qui m'avait envoyé un message cet après-midi-là, avec la photo d'un bâtiment qu'elle était en train de concevoir. Et une question pour savoir si je l'aimais. À laquelle j'avais répondu, oui, beaucoup. En parlant du bâtiment, et de quelque chose d'autre, qu'aucun de nous deux n'avait encore nommé, mais dont nous savions tous les deux que c'était là. Avec tout cela. Avec tout ce poids précis et exact d'une vie qui est la mienne. Complètement la mienne. J'ai appris quelque chose cette année, qu'aucun contrat ne m'a appris. Ni aucune stratégie juridique. Ni aucune réunion de directeurs. Un vieux costume, accroché au fond d'un placard, me l'a appris. Un garçon de 15 ans, qui demande « Comment vas-tu ?» avant de demander « Que s'est-il passé ?» me l'a appris. Une fille de 12 ans, qui court vers la voiture, parce qu'elle n'a pas encore appris qu'on peut marcher, me l'a appris. Que l'homme qui n'a rien à prouver, est l'homme le plus libre qui soit. Que le silence, quand c'est le vôtre, est la façon la plus puissante de parler. Et que les vraies fortunes, celles que personne ne peut déplacer, ni transférer, ni signer devant un notaire, ne se comptent pas en euros. Elles se comptent en ceci. En exactement cela.